Madame, Messieurs, bienvenue dans votre émission Le gouvernement s'exprime. La réforme des institutions, à quoi s'attendre? C'est la problématique autour de laquelle nous allons tenter de répondre avec mon invité ce soir, Muriel Minkwe, épouse Minsa, ministre de la réforme des institutions. Madame le ministre, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Alors, peut-être pour la première question, on le sait, selon le Comité pour la transition et la réforme des institutions, l'une des raisons du coup de libération du 30 août a été le mauvais fonctionnement des institutions au niveau du Gabon. Alors, on le sait aussi, vous avez fait carrière dans la magistrature 25 ans et aujourd'hui, vous dirigez le département central de cette transition. J'ai même envie de dire le poumon de cette transition, celui de la réforme des institutions. Quelle est votre feuille de route à court, moyen et long terme? Alors, je tiens à remercier Gabon 24 pour l'invitation, pour répondre aux préoccupations des Gabonais en direct. Remercier Gabon 24 pour l'invite des différents membres du gouvernement de la transition qui leur permet de répondre, je disais tantôt, aux préoccupations des Gabonais. En ce qui concerne le ministère de la réforme des institutions, effectivement, nous avons une feuille de route spécifiquement sur la réforme des institutions, une feuille de route à court, moyen et long terme. À court terme, il s'agit essentiellement de préparer le dialogue national à venir. Oui. À moyen terme, organiser et prévoir la tenue du dit dialogue. Et à long terme, s'assurer du suivi de la mise en œuvre des résolutions du dialogue national. À court terme, nous l'avons commencé depuis l'invite du Premier ministre du gouvernement de la transition, M. Raymond Dongsima, l'invite aux Gabonais de présenter leur contribution. Leur contribution, oui, mais leur préoccupation. Voilà, leur avis sur la situation socio-politique, économique, culturelle, et j'en passe, de notre pays. Mais de proposer également des solutions, éventuellement, pour ceux qu'ils peuvent. Cet invite du Premier ministre intervient à l'issue de l'intervention du CTRI. Alors, l'acte salvateur du 30 août nous amène, sous la houlette du CTRI, du président de la transition, à aller vers les Gabonais. Qu'est-ce que les Gabonais pensent de leur situation, la situation politique, sociale, économique, comme je le disais, de notre pays? Ils s'expriment et nous recueillons tous les jours les contributions. La phase de contribution devait arriver à son terme le 30. On l'a vu, le Premier ministre a dû proroger pour les communautés autochtones et rurales. Tout à fait. Le 1er décembre, le Premier ministre a fait un point et il m'a demandé de présenter la situation de cette collecte. Mais déjà, comment s'est passée la collecte, Madame le ministre, peut-être avant de poursuivre avec la prorogation? Vous avez des équipes, on imagine bien, vous avez même mis en place un site Mbomva. Peut-être nous expliquer un peu. Alors, lorsque le Premier ministre nous a demandé de prendre en charge cette phase, ce qui est tout à fait normal, c'est nous qui sommes en charge de la réforme des institutions, nous nous sommes dit, nous allons procéder, afin d'éviter la messe où tout le monde vient jeter à la figure des uns et des autres des invectives et tout ce que vous voulez, à l'image de ce qui s'est passé au début des années 90, nous nous sommes dit non, nous n'en avons pas besoin. Notre pays a besoin de se relever le plus tôt possible. Et pour ça, autant demander aux Gabonais de contribuer par écrit, qu'ils s'expriment par écrit, qu'ils donnent leur opinion par écrit. Alors, les contributions sont venues, certes, au ministère, mais nous avons dû mettre en place une solution informatique avec l'appui technique de la NINF, que je salue encore une nouvelle fois ici, une solution informatique appelée Mbova. Plusieurs Gabonais se sont quand même plaints du fait qu'elle n'était pas toujours disponible au quotidien. Elle n'était pas disponible à l'approche du 30. Voilà. Malheureusement, les Gabonais, nous sommes ce que nous sommes. Ils ont réagi en masse la dernière semaine. La semaine dernière, c'était le rush. Et du coup, même la plateforme a quelque peu bugué. Mais les équipes techniques de la NINF nous ont assistés sans problème. Aujourd'hui, je disais, il y a la prorogation. C'est plat. Les contributions continuent, mais c'est plat. Donc, nous nous attendons à l'approche du 30 décembre à ce qu'il y ait à nouveau le rush. Alors, peut-être déjà revenir, avant de continuer sur la prorogation, qu'est-ce que ces 17 000 contributions ont pu donner? Quels sont les secteurs qui ont été pointés du doigt par les Gabonais? Alors,
les secteurs qui ont reçu le plus grand nombre de contributions à ce jour, l'éducation, la santé, les affaires sociales. Oui. Les questions politiques aussi interviennent, de gouvernance, mais c'est essentiellement l'éducation, la santé, les affaires sociales qui préoccupent. Mais ça ne nous étonne pas parce que là, c'est le quotidien des Gabonais. Alors, pour cette phase de prorogation, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que vos équipes vont aller vers l'intérieur du pays? Parce qu'on a bien compris que vous avez également pris la mesure de ce que ces populations de l'arrière-pays, je pense aux populations de Fougamou, dans le sud du Gabon, d'Oyem, pourquoi pas de Minzik, et même des Kata, un peu plus loin, voilà, n'ont pas pu effectuer le déplacement. Qu'est-ce qui est prévu par votre département ministériel? Ce n'est pas tant pour les populations qui sont sur les grands axes. Ah oui. Hein, la nationale 1, la nationale 2, c'est beaucoup plus, vous évoquez Ekata, les populations vraiment de l'arrière-pays, ceux qui n'ont pas forcément accès à l'outil informatique, au réseau, ceux qui ont du mal à aller jusqu'à la ville la plus proche, jusqu'au chef-lieu de province. Ce sont ces populations-là que nous allons, vers lesquelles nous allons. Nous allons pour transcrire les contributions, leurs préoccupations, notamment celles qui ont du mal à s'exprimer dans un français correct, ou plutôt à écrire. À écrire. Ce n'est pas tant s'exprimer, c'est à écrire en français, parce que c'est la langue officielle, c'est la langue commune à tous, mais nous allons vers ces populations, les populations autochtones, pour qu'elles aussi se manifestent. Même si aujourd'hui l'UNESCO a fait un travail de centralisation des contributions de certaines populations autochtones, le représentant de cet organisme onusien viendra prochainement remettre ce rapport. Mais nous tenons quand même à aller sur le terrain. Est-ce que vous avez déjà ciblé, vous commencerez peut-être par Langounier ou plutôt par l'Ogoué maritime? Comment vous allez procéder, ou bien vous allez déployer les équipes dans toutes les provinces au même moment? Écoutez, nous avons mis à contribution les personnels de commandement. Nous allons voir avec le ministère de l'Intérieur qu'il nous présente une cartographie des zones les plus enclavées, mais vers lesquelles nous pouvons présentement aller. C'est vrai qu'il y a des problèmes de pluviométrie qui emmènent des difficultés pour accéder à certains endroits, mais nous allons voir avec les personnels de commandement qu'ils puissent nous orienter vers ces populations cibles. Mais pas forcément aller à l'intérieur, même ici à Libreville, aller sur les marchés, aller voir nos mamans. Les commerçants qui n'ont pas forcément eu, on va dire, comme vous le disiez déjà, qui ne pouvaient pas écrire, forcément retranscrire, aller les interroger, aller prendre leur contribution également. Tout à fait, mais également ceux qui ne pouvaient pas sacrifier une journée de travail pour venir au ministère de l'Intérieur. Parce qu'au quotidien, elles nourrissent leur famille avec cette place de marché, les ventes qu'elles effectuent chaque jour. Nous irons vers ces dames et ces hommes, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont dans nos marchés, et vraiment recueillir le plus grand nombre. L'objectif, c'est de rendre le dialogue le plus inclusif possible. Alors, vous avez dit, et on l'a suivi avec vous, le Premier ministre a dit que ce dialogue de 2024 sera différent de 90. Déjà, on le lui concède parce qu'il n'y a plus de majorité et d'opposition, donc on sera moins dans l'invective et dans les joutes oratoires qu'on a connues. Mais quelle sera la forme que prendra cette grand-messe où toutes les populations, toutes les forces vives de la nation vont être invitées? Est-ce que c'est sur la base des contributions que vous avez reçues, donc les 17 000 à l'heure actuelle, qui vont certainement… 18 000. 18 000, voilà. 18 375, très exactement. Bien, qui vont certainement augmenter avec tout les délais qui ont été prorogés. Quelle forme prendra le dialogue national qui sera organisé en avril 2024? Alors, nous avons évoqué le court terme. Le moyen terme, c'est la tenue du dialogue. Mais avant la tenue de la messe, ce que nous pourrons appeler la messe, il y a la préparation. La préparation de ce dialogue consiste à compiler, thème par thème, retracer les préoccupations des Gabonais. Nous n'apportons aucune modification, nous ne faisons aucune analyse, nous centralisons thème par thème. Et les différentes thématiques qui vont se dégager vont être traitées dans des commissions d'abord, au sein du ministère de la Réforme des institutions. Nous allons préparer, il faut présenter au dialogue national un rapport
convenable, digeste. Donc, nous allons faire un travail de recensement, de présentation, parfois de synthèse, parce qu'il y a nous avons des compatriotes qui sont prolixes. Hein. Je vous avoue que certains n'ont pas tout à fait respecté les 10 pages. Bon, nous le leur concédons. Il fallait s'exprimer, mais il faut mettre des formes. Et là, nous allons mettre thématique par thématique des commissions au sein du ministère. Alors, lorsque le projet de rapport sera prêt, nous allons le présenter au président de la transition via le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Le président de la transition prendra connaissance du rapport. Il n'y fera aucun amendement. Il pourra lui aussi contribuer s'il ne l'a pas encore fait, mais au moins pour qu'il soit informé de ce qui préoccupe les Gabonais avant de présenter au dialogue. Alors, une fois le document au dialogue, là également, le dialogue, le chronogramme de la transition a bien précisé que c'est l'archevêque de Libreville qui va présider les assises. Voilà, qui va présider ces assises, et il y aura là également des commissions. D'accord. Voilà, le format. Est-ce que les commissions étaient déjà définies ou est-ce que c'est après le rapport qu'on définira les commissions? Les commissions vont être définies sur la base des thématiques retenues. Nous ne pouvons pas présenter autre chose que ce qui préoccupe les Gabonais. Les thématiques retenues, nous allons mettre ensemble certains experts, certaines personnalités qui voudront bien que nous allons proposer au président pour animer ces commissions. Pas forcément des personnalités, des citoyens. La société civile. Ah oui. Pourquoi pas les confessions religieuses? Mais tout à fait. Nous comptons inviter toutes les couches de la société également à ce travail d'examen au sein des commissions. Mais les expertises sont essentielles parce qu'à l'issue de ce travail, il faut présenter à l'archevêque et à ceux qui vont l'entourer. Ce n'est pas encore précisé, mais nous pensons bien qu'il aura un collège de compatriotes qui vont l'accompagner dans l'exercice de ce magistère du dialogue. Donc, à l'issue de ce travail, le rapport qui sera présenté par l'archevêque sera la feuille de route de l'après-dialogue. L'après-dialogue. Voilà. Alors, on aura l'occasion de revenir sur l'après-dialogue, mais vous conviendrez avec moi que depuis 1990, lorsque on met en place ce genre d'assises, de grand-messes, il y a eu donc la conférence nationale, il y a eu les accords de Paris, les accords d'Arambo, et même la conférence, pour ne pas parler de la concertation politique de février dernier à Libreville. Ce sont en majorité les politiques qui se retrouvent. Les Gabonais émettent des réserves par rapport à cette grand-messe d'avril 2024, d'autant que lorsqu'on leur parle de réforme des institutions, ils se disent que c'est encore que de la chose politique dont on parle. Rassurer peut-être les populations. Aujourd'hui, et je ne vous apprends rien, il y a eu des inondations qui ont fait des victimes, des éboulements et même des routes qui se sont coupées au PK34 encore récemment. Est-ce que votre ministère aide-t-il le gouvernement pour faire face à ce genre de situation? Alors, pour la première partie de votre intervention, là, je voudrais plutôt rassurer les Gabonais. Ce ne sera pas une messe à l'image de ce qui s'est déjà vu. La nouveauté, c'est que nous avons demandé à tous les citoyens gabonais, quel que soit leur lieu de résidence, quel que soit leur sexe, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs activités, à contribuer. Le président de la transition l'a dit au Premier ministre, qui a fait l'appel le 3 octobre 2023, qui a lancé cet appel vers les concitoyens. Alors, il faut dire aussi qu'ils se sont exprimés individuellement, en association, en parti politique, en groupement des populations autochtones au niveau de l'estuaire, la population Mpongwe, la population Benga et la population Fan à travers l'association Mekamon Koma, a fait une proposition groupée pour les populations autochtones de Libreville. L'autre ne s'est pas manifesté, mais nous n'avons pas de doute que la communauté Mpongwe a contribué à ce On pourra contribuer dialogue. Lorsque oui, tout les à délais fait. ont été prorogés. Voilà, si ce n'est pas en groupe, individuellement, ça a dû être fait.
Maintenant, pour ce que vous venez d'énoncer, Oui. les inondations, vraiment, vous me donnez l'occasion là d'exprimer ma compassion et ma solidarité envers ces compatriotes qui ont pour certains tout perdu. Oui. Et pour la dame qui a perdu la vie d'une... Du PK8. Voilà, vraiment, condoléances à la famille et sincère compassion et solidarité. Le gouvernement de la transition, dès la survenance de ces intempéries, s'est mobilisé. Le Premier ministre nous a réunis en comité de crise et tous les départements ministériels étaient représentés. Et nous avons réfléchi. Nous avons mis en place un canevas avec les outils déjà existants au sein des différentes provinces. Donc, nous avons mis un certain nombre d'actions, le gouvernement de la transition dans sa globalité. Et les sectoriels est vraiment à pied d'œuvre pour assister nos compatriotes et essayer d'éviter que ça n'arrive. Bon, ce sont des pluies, ce sont des intempéries, comme disait le Premier ministre hier. La pluie, elle tombe du ciel. Nous n'y pouvons rien, mais seulement nous devons mettre en œuvre des moyens d'éviter ces drames. Et pour ce faire, pour être peut-être un peu plus précise, le président de la transition a instruit le gouvernement de la transition récemment de mettre en place un observatoire de prévention des risques. D'accord. Voilà. Donc, et votre département le projet de loi est là, il va être transmis au Parlement dans quelques temps pour que le pays soit doté d'un outil qui permettra vraiment de faire la cartographie et de pouvoir être réactif le moment venu. Alors, on vous a déjà vu, Madame le ministre, du côté de l'Assemblée nationale, passer par 2 fois devant la Commission des lois pour défendre un certain nombre de réformes, notamment le cas de la Commission des droits de l'homme. Peut-être revenir un peu sur ce qui a été fait pour que là également les Gabonais se retrouvent dans votre département ministériel. Merci. Quand on parle de droits de l'homme, je ne vais pas vous faire la leçon, mais on imagine bien que vous y avez pensé, les droits des personnes vivant en milieu carcéral, les droits des personnes vivant avec un handicap, etc., etc. Tout à fait. Merci de me donner l'occasion de présenter un autre pan essentiel du département ministériel. Les relations avec le Parlement, les autres institutions constitutionnelles, les autorités administratives indépendantes. Mais c'est vrai que c'est le pan relation avec le Parlement qui est assez dynamique, mais c'est normal, notre pays a besoin de se doter d'outils légistiques d'un certain niveau et assez sérieux. Donc, pour revenir à la Commission nationale des droits de l'homme, pour laquelle nous avons présenté récemment au Parlement le projet de loi portant réorganisation de cette commission, en lieu et place du ministre de la Justice, garde des Sceaux, empêché, parce qu'il s'agit d'une question liée à son département ministériel, mais je n'avais aucun problème à présenter ce dossier. Parce que vous êtes vous-même une juriste de carrière. Magistrat. Tout à fait, juge financier. Mais il s'agit là d'une question assez importante, pas relativement, assez importante pour dire qu'elle concerne tous les citoyens gabonais, quel que soit notre corps de travail, de métier. Alors, ce texte a pour objectif de doter notre pays d'un outil aux normes, d'un outil qui suit les lignes tracées à l'international sur le plan de la préservation des droits de l'homme. Est-ce que le Gabon n'était pas déjà doté d'assez de textes, parce qu'on dit que le pays a quand même les meilleurs textes, Oui, c'est vrai. Et que le problème est au niveau de l'applicabilité, Madame le ministre, de ces textes. Non, c'est vrai, mais le texte que nous avons présenté à l'Assemblée a pour vocation de faire de la Commission nationale des droits de l'homme une commission permanente. D'accord. Avec des moyens conséquents, avec un statut pour les commissaires et avec des moyens conséquents. Il faut nous arrimer aux standards. C'est vrai que la Commission nationale des droits de l'homme est née de la loi 019 qui date de 2006, je crois, mais la commission n'a été mise en place qu'en 2011. Et depuis 2011, elle peine à exercer convenablement ses missions. À tel enseigne qu'aujourd'hui, le Gabon est classé B sur l'échelle des valeurs
des institutions de cette nature sur le plan international. Notre objectif est d'atteindre le A pour pouvoir prendre la parole au sein des instances internationales. La semaine prochaine, le gouvernement gabonais sera hautement représenté aux Assises de Genève pour présenter la feuille de route du Gabon pour les questions liées aux droits de l'homme. C'est très bien, Madame le ministre. On revient un peu sur l'après-dialogue cette fois-ci. Effectivement, on attendra le dialogue pour définir, vous l'avez dit, la feuille de route de l'après, mais on sait déjà, et le CTRI l'a annoncé, qu'il y aura un référendum pour la réécriture de la Constitution. Il y aura une assemblée constituante qui va donc réécrire la Constitution. Voilà, j'y arrive, la mère de toutes les lois qui sera mise en place, et ensuite il y aura le référendum. Mais comment faire pour rendre cette loi qu'on appelle loi fondamentale, et là je convoque le magistrat que vous êtes, moins malléable, parce qu'on l'a vu au fil des temps être révisée à chaque fois au gré des intérêts, même des politiques. Comment la rendre plus rigide, notre loi fondamentale? En fait, notre loi fondamentale, comme toutes les lois fondamentales, présente les grands axes, présente les institutions fortes, les institutions qui permettent de régir la vie de notre pays, de notre société. Oui. La Constitution de 91, nous convenons tous de dire qu'elle était solide, mais ce sont les différentes violations, les différentes interventions de l'homme, notamment de l'homme politique, qui a mené à la situation dramatique de 2016, qui a conduit les forces de défense et de sécurité à s'interposer en août dernier. Donc, nous allons veiller à ce que les recommandations, les résolutions du dialogue national soient transcrites en loi. Mais la Constitution est la mère des lois, vous le dites. Ouais. Il appartient aux panélistes et au dialogue national de s'assurer de tous les verrous nécessaires qui vont nous emmener à avoir une constitution, je ne pourrais pas dire immuable, rien n'est immuable. L'action de l'homme est toujours là, mais nous pouvons quand même, sur le plan légistique, sur le plan du droit, mettre des dispositions qui rendent la constitution quasi immuable. Immuable, si vous voulez. Oh oui, si alors voulez. À côté de la Constitution, quasi, effectivement, à côté de la Constitution, il y a donc la Cour constitutionnelle. Elle fait partie des recommandations, sinon des acquis de la Conférence nationale de 1990 pour instaurer l'état de droit au niveau de notre pays, dans notre pays, le Gabon. Mais malheureusement, au fil des années, il a été constaté, pour le regretter, que la Cour recevait beaucoup d'influence de l'exécutif. Comment on parvient là? C'est pour la Cour que je pose la question, parce que c'est une question que beaucoup de Gabonais se posent, mais également pour les autres institutions, notamment le Parlement. Comment on arrive à stopper l'immixtion de l'exécutif sur le judiciaire, sur le législatif, et qu'on ait finalement des institutions fortes au niveau du Gabon? Je n'ai pas de doute que nous allons en arriver là, parce que nous y étions déjà. Vous l'avez dit tantôt, c'est l'immixtion de l'homme, notamment de l'homme politique. Il faudrait peut-être qu'on arrive maintenant à respecter nos lois telles qu'elles ont été écrites. Et ça va être le cas. Nous allons veiller au suivi des résolutions du dialogue national. Nous allons veiller à la réécriture des éventuelles lois, parce que ce ne sont pas toutes les lois qui vont être réécrites. Oui. Certaines nécessitent d'être réécrites, mais pas toutes. Maintenant, les lois essentielles à l'organisation de la vie de la société, nous pouvons parler du code électoral, parce que c'est elle qui est la base de l'organisation des élections. Nous avons la loi sur les partis politiques, nous avons la loi sur le financement des partis politiques, nous avons le code foncier, nous avons un certain nombre de pans de l'activité politique, sociale et économique de notre pays qu'il va falloir réécrire. Et il suffira de mettre que les uns et les autres commencent par respecter ce que nous avons écrit. Il faudra peut-être rendre coercitif ou coercitive finalement ces différentes lois, parce que pour le respecter, ce ne sera pas que des mots en l'air. On vous place président de la Cour constitutionnelle et puis on vous demande de respecter. Oui, il y a une prestation de serment, mais comment garantir au peuple gabonais qu'au sortir du dialogue, après la réécriture de la Constitution, bien sûr, nous aurons des institutions fortes. Et ce sera peut-être aussi l'occasion de
de faire votre mot de fin pour ce qu'on retient de votre passage sur Le gouvernement s'exprime. Merci. Il faudra, dans un premier temps, à l'issue de tout cet exercice, que chacun des pouvoirs exerce le sien dans son champ de compétences. Et le président de la République est le garant de cette sécurité. Je n'ai pas de doute avec le président de la République actuel, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'il a la main ferme pour que chacun reste à sa place. Si nous voulons une société moderne, si nous voulons ce qu'il y a de mieux pour nous, commençons par respecter ce que nous écrivons et à nous respecter. Chaque institution doit pouvoir faire son travail, mais rester à sa place. Je n'ai pas de doute. Les Gabonais ont suffisamment subi pour se permettre de faire encore un quelconque travers. Muriel Binkou, épouse Minsa, était donc l'invitée de l'émission Le gouvernement s'exprime. Elle est ministre de la réforme des institutions. Merci beaucoup, Madame le ministre, pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous retrouve très vite sur Gabon 24.